Nous sommes à Anneyron, dans la Drôme. Cette petite ville de 3300 habitants fait partie de l'entité historique du Dauphiné. Il s'agit d'un endroit particulièrement paisible, extrêmement agréable à vivre. Anneyron est une localité tout à fait tranquille du Nord-Drôme, une zone plutôt agricole, et c'est aussi une ville sportive qui compte parmi ses administrés 2 anciens champions cyclistes. Voilà ce qu'on peut en dire, c'est vraiment une ville un peu touristique, dans un coin très vert du Nord-Drôme. Mais le 8 août 2003, la quiétude de cette petite ville va soudainement être perturbée. Martine, une Anneyronnaise de 39 ans, passe un coup de fil inquiet aux gendarmes. Son mari, Jean-François, n'est pas rentré. Il habite dans une maison au milieu des champs à Anneyron et elle s'inquiète. Il était censé rentrer en fin de soirée ou dans la soirée sur sa moto et elle ne l'a pas vu rentrer. Cela fait maintenant 2 jours qu'elle n'a plus de nouvelles. Prenant sa déclaration très au sérieux, les gendarmes de Saint-Rambert-d'Ablon interrogent les proches de Jean-François afin de retracer l'emploi du temps de l'homme de 42 ans. Jean-François est supposé avoir passé une soirée dans son bar, une soirée plutôt arrosée d'après les témoins. C'est après cette soirée dans le bar qu'il devait rentrer chez lui et c'est à ce moment-là qu'on perd sa trace. On est aux alentours de 22 h ce soir-là. Il a un rendez-vous le lendemain matin. On sait qu'il ne s'y est pas rendu et de là naît une inquiétude croissante. Des recherches sont alors effectuées dans tout le secteur afin de le retrouver au plus vite, sans succès. Les premières recherches effectuées par les gendarmes sont vaines. On procède à des recherches un peu systématiques qui ne donnent absolument rien. Alors, où est Jean-François? A-t-il soudainement décidé de partir sans prévenir ses proches? Ou lui est-il arrivé quelque chose de grave? À Anneyron, cela fait désormais 3 jours que Jean-François n'a pas donné signe de vie. Alors que sa compagne Martine, folle d'inquiétude, ratisse les alentours de leur maison pour retrouver sa trace, son regard est soudainement attiré par quelque chose qui brille dans le champ du voisin. Elle va donc aller voir cet élément qui brille et cet élément c'est un élément de la moto. Et là, elle découvre la moto couchée sur le côté et le corps de son mari. Horrifiée, Martine prévient aussitôt les gendarmes qui se précipitent sur les lieux. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour sauver Jean-François. Les enquêteurs procèdent donc aux premières constatations sur le corps de l'homme de 42 ans. Le corps de Jean-François présente plusieurs traces de balles, une sur le visage, une balle qui traverse la joue. Une autre balle est tirée dans le dos. Il a du sang séché, ce qui, pour les gendarmes, va indiquer que le crime a eu lieu il y a un certain temps. Rejoints par des experts de la police scientifique, les gendarmes drômois inspectent ensuite la scène de crime, à la recherche du moindre indice. Ils vont trouver des mégots de cigarettes et puis ce qui laisse penser que quelqu'un a attendu à cet endroit. Et puis ils vont aussi évidemment trouver des douilles, des étuis de balles qui vont confirmer et laisser penser à tout le moins au début que Jean-François était victime d'un guet-apens, que quelqu'un l'attendait pour le tuer. Dans la région, l'annonce de la mort de Jean-François provoque une véritable onde de choc, car l'homme est une figure locale. La disparition de Jean-François, en fait, a eu pas mal de répercussions parce que c'était quand même quelqu'un qui était pas mal impliqué, d'une part dans la vie associative, c'était un personnage connu, on peut même dire que c'était un personnage tout court. Depuis son plus jeune âge, l'enfant du pays se passionne pour le milieu des bikers. C'est un jeune homme qui a tout de suite montré de l'intérêt pour les 2 roues, d'abord pour les vélos et puis plus tard, dans sa jeunesse, il va customiser petit à petit sa première moto, avant plus tard d'acheter une Harley, qui est évidemment la moto des bikers par excellence. Dès lors, d'autres passionnés de moto le rejoignent.
Tous animés du même rêve. Ils sillonnent les routes en 2 roues. Jean-François en fait même son métier. Il va hériter d'un magasin de pièces détachées au début des années 80. À côté, sur la Nationale 7, au creux de la Tine, il va fonder le bar, le RN7, qui deviendra le siège de son club de bikers. Et c'est à peu près à cette époque aussi qu'on va le surnommer la Pie, parce qu'il aime ce qui brille. D'ailleurs, on le voit notamment sur sa moto. Ce club singulier, inspiré des grands groupes de motards américains, obéit à des règles très strictes. Je pense que c'est un milieu assez hiérarchisé par rapport à des chefs, des sous-chefs, une certaine discipline, et également un milieu de grande fraternité et d'entraide. Pourtant, le monde des bikers cache souvent une part d'ombre. C'est un milieu qui est fraternel, mais pas toujours en effet recommandable. C'est en effet souvent ces clubs dont on connaît les noms, qui sont des clubs qui parfois s'arrangent un petit peu avec la loi, peuvent évoluer dans des milieux un peu interlopes, un petit peu de débrouille, voire de magouille. Mais quand il ne chevauche pas sa bécane, Jean-François trouve le temps de se consacrer à sa famille. À côté de tout ça, on voit Jean-François, la Pie, qui a une vie familiale assez classique. C'est-à-dire qu'il a une femme, une petite maison dans le nord de la Drôme, 2 enfants. C'est un aspect de sa vie qui tranche un peu avec l'aspect de sa vie de biker, ce qui est un peu moins classique et un peu moins rangé. Alors, que révélera l'autopsie de Jean-François? La mort de celui que l'on surnomme la Pie est-elle liée au monde dans lequel il évolue? S'agit-il d'un règlement de compte entre bikers ou le mobile est-il tout autre? À Grenoble, les enquêteurs de la section de recherche sont chargés de l'enquête sur le meurtre de la Pie. Une semaine après la mort du biker de 42 ans, les résultats de l'autopsie arrivent sur leur bureau. La balle qui a tué la Pie est celle qui l'a frappé dans le dos, en créant une hémorragie interne massive. Celle qui l'avait touché dans la joue n'était pas mortelle. Pour les gendarmes, un scénario se dessine. Ils vont faire l'hypothèse d'un guet-apens. Une balle étant tirée sur la moto quand elle passe, d'où le fait que la Pie, Jean-François, soit atteint d'une balle qui lui traverse la mâchoire. Et ensuite, une seconde balle, d'après les enquêteurs, a été tirée dans le dos de Jean-François alors qu'il s'éloignait. Un mode opératoire qui laisse penser à un règlement de compte. C'est une piste qui va être compliquée à suivre pour les gendarmes. D'abord parce que dans le milieu des bikers, on ne parle pas. On parle pas et en tout cas, on ne parle pas à la police et aux enquêteurs. C'est quand même une de leurs lignes de conduite. Ils vont interroger des parents et des bikers, évidemment, des amis de la Pie, qui vont pas très bien prendre cet aspect de l'enquête qui les met en cause, forcément. S'ils ne sont pas très bavards, les membres du club de motards de Jean-François, interrogés à ce sujet, ne semblent pas croire à cette piste. L'explication donnée par certains bikers est pertinente, à savoir que s'il y avait eu un règlement de compte, le règlement de compte aurait été beaucoup plus large et n'aurait pas touché qu'une personne. Mais ils auraient fait du ménage un peu partout. L'hypothèse d'un règlement de compte entre bandes rivales s'effrite peu à peu. Mais un ami biker de Jean-François va tout de même donner une information capitale aux enquêteurs. Pour se protéger de ce milieu impitoyable, l'homme de 42 ans avait pris l'habitude de porter un gilet pare-balles. Ce soir-là, le soir du meurtre, la Pie ne portait pas ni son gilet pare-balles, ni n'était entouré d'escorte comme il en avait l'habitude. Donc, on peut supposer que quelqu'un de son entourage
savait que ce soir-là, il serait beaucoup moins protégé que d'ordinaire. Devant ce nouvel élément, un véritable coup de filet est opéré. Les gendarmes placent 17 bikers, membres du club de Jean-François, en garde à vue. Mais faute d'éléments probants, tous sont relâchés au bout de quelques heures. L'enquête est alors au point mort, jusqu'à ce qu'une femme se présente à la gendarmerie. Elle aurait été témoin d'une altercation entre Lapie et un certain Michel, un mois avant le drame. Une patronne de bar qui vient leur dire attention, il y a eu un clash violent entre Michel et Jean-François Lapie. Michel est allé jusqu'à tirer en l'air, ça a été très tendu, et c'était très tendu entre eux depuis... donc elle va alerter les enquêteurs sur Michel en disant il y avait des tensions grandes entre eux. Alors, qui est ce fameux Michel? Pourquoi s'est-il disputé avec la victime? Et pourrait-il être lié à sa mort? À la gendarmerie de Grenoble, suite au témoignage de la patronne de bar, les enquêteurs s'intéressent de plus près à ce fameux Michel, qui se serait disputé avec la victime. Ils découvrent alors que l'homme de 42 ans est bien connu des services de police. C'est un garçon qui a un casier judiciaire, qui a connu la prison, qui a des ennuis avec la justice assez régulièrement, qui n'est pas un homme tout à fait recommandable. En effet, Michel a déjà plusieurs condamnations à son actif, notamment pour proxénétisme à la fin des années 80. En couple depuis plusieurs années, il est père de 2 enfants. Ce garagiste de métier, féru de moto, a fait la rencontre de Lapie il y a une dizaine d'années. Ces 2 hommes qui se connaissaient bien, qui s'étaient connus après une sortie de prison, qui avaient une passion commune pour la moto, qui avaient fait quelques petites affaires au sens judiciaire du terme ensemble. Mais entre les 2 hommes, l'atmosphère est parfois électrique. Il y a des moments où ils font du business ensemble, ouais, copain, puis d'autres moments où ça se passe moins bien. Et là, n'importe quoi, la moindre étincelle déclenche une explosion. En 1999, 4 ans avant le drame, une nouvelle dispute fait voler leur amitié en éclats. On ne comprendra pas très bien cette dispute entre ces 2 amis qui s'appréciaient. Et du coup, le motif de la dispute restera inconnu. En novembre 2003, 3 mois après la mort de Jean-François, Michel est placé en garde à vue et entendu par les enquêteurs. Mais il se défend de toute implication dans le meurtre de son ancien ami. Il va très vite expliquer qu'il n'a rien à voir dans le meurtre de Lapie. Il va donner un alibi. Ce soir-là, dit-il, il se trouvait dans un restaurant avec son beau-père et que l'alibi en question sera confirmé et Michel sera mis hors de cause. Mais coup de théâtre, alors que les gendarmes viennent de relâcher Michel, un appel retentit à la gendarmerie grenobloise. Un coup de fil anonyme met en cause Michel en le présentant comme le commanditaire du meurtre de Lapie et met en cause un nouveau personnage qui entre dans l'enquête qui s'appelle Gérald. Cet homme, de 43 ans, est un ami et voisin de Michel. Et d'après sa sœur Carole, il est loin d'avoir le profil d'un criminel. Il avait un garage de montage de pneus, vidange, à Arras-sur-Rhône. C'est quelqu'un de très estimé, toujours aider son prochain. Quelqu'un de très pacifique et de foncièrement gentil. Mais les gendarmes le placent tout de même en garde à vue. Ils le soupçonnent d'avoir fomenté l'assassinat de Jean-François avec son ami Michel. Mais l'homme nie tout en bloc. Il conteste vigoureusement en disant « mais moi je ne suis pour rien dans cette affaire ». C'est vrai, je suis un ami de Michel, mais le fait d'être un ami de Michel ne peut pas signifier et ne signifie pas en soi
que j'aurais accepté de tirer sur un homme avec lequel je n'avais pas de contentieux personnel. À l'instar de celle réalisée chez Michel, la perquisition effectuée à son domicile ne donne rien. Et aucun lien direct avec Lapie ne peut être établi. Gérald est donc relâché et l'enquête est de nouveau au point mort. Le meurtre de Jean-François n'est pas élucidé. On ne sait pas le mobile de ce meurtre, on ne sait pas qui tenait ce revolver, on ne sait pas qui a donné des ordres, si des ordres ont été donnés. Il n'y a pas le moindre élément de preuve scientifique, empreinte papillaire ou ADN. En vérité, il n'y a rien, il y a des rumeurs, des suppositions. En mai 2008, presque 5 ans après le meurtre de Jean-François, faute de nouveaux éléments, le parquet de Valence clôt le dossier. Alors cette affaire sera-t-elle un jour résolue? Michel et Gérald sont-ils réellement étrangers à la mort de Lapie? Les gendarmes ne le savent pas encore, mais un nouveau meurtre va faire trembler la région. Le 29 juillet 2008, 5 ans après la mort de Lapie, les gendarmes sont appelés pour une intervention d'urgence à une vingtaine de kilomètres d'Anneyron. Arras-sur-Rhône en Ardèche, un homme a été tué par balle ce midi. Sur la terrasse d'un café, un homme vient d'être abattu par 2 personnes qui sont arrivées à moto. Cet homme, c'est Michel. Il est environ 12h30 quand les forces de l'ordre arrivent sur les lieux et font face à une scène d'horreur. Ils découvrent ce pauvre Michel étendu dans son sang à la terrasse d'un café. C'est un règlement de compte typique. Je crois qu'il y a eu 6 ou 7 coups de pistolet. Donc, c'est pas le travail d'un amateur. Rejoints par les experts de la police scientifique, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble procèdent aux premières constatations sur la scène de crime. Ils retrouvent alors plusieurs douilles, non loin du corps de Michel, touché au dos et à la poitrine. Pour en savoir plus sur le déroulé des événements, ils interrogent ensuite les différents témoins. Les témoins sur place ont vu une moto arriver assez rapidement, s'arrêter à la hauteur de la terrasse, le passager tirant à bout assez rapproché sur mon client qui s'affaisse sur le sol et terminant cette pauvre victime sur le sol. Mais si les témoins s'accordent pour dire qu'il y avait 2 personnes à bord de la moto, ils ne sont en revanche pas tous d'accord sur leur apparence. Il y en a un qui a donné une description du pilote disant qu'il était grand et mince. C'est le seul, les autres n'ont pas donné de description du pilote. Quant aux passagers, il y en a qui a dit c'est un adolescent. Un autre qui a dit c'est une femme. Un troisième qui a dit je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme. Sa taille c'était à peu près 1m70 et de corpulence moyenne. À ce stade, les enquêteurs ne disposent donc que de très peu d'éléments concernant l'exécution de Michel. Et ils ne font pas le lien avec le meurtre de Jean-François, survenu 5 ans plus tôt. Cette scène de crime pour les gendarmes n'a pas de lien avec le meurtre de Lapie, pour la simple et bonne raison que les gendarmes qui travaillaient sur le meurtre de Jean-François au début ont été mutés. Les nouveaux enquêteurs ne font évidemment pas le lien immédiat entre les 2 affaires, même si le Michel qui a été abattu était concerné déjà par la première affaire. Mais quelques semaines après la mort de Michel, les enquêteurs reçoivent un 3e appel anonyme. L'appel anonyme prévient les gendarmes qu'il s'est passé un meurtre en mai 2008. Un meurtre qui en fait, à l'époque, avait été pris pour un simple accident de la circulation. Les gendarmes grenoblois se replongent alors dans le dossier de l'époque et constatent avec stupeur que le conducteur décédé lors de ce supposé accident n'est autre que Gérald, l'ami de Michel,
soupçonné du meurtre de Lapie, 5 ans plus tôt. Pour les enquêteurs, ce concours de circonstances ne peut être le fruit du hasard. Alors, s'agissait-il réellement d'un accident de la circulation? Ou quelqu'un en voulait-il à Gérald? Ces 3 morts brutales seraient-elles liées? À la gendarmerie de Grenoble, après l'appel anonyme dénonçant le meurtre de Gérald, les enquêteurs se replongent dans le rapport de son accident. La voiture va être retrouvée dans un fossé et on va constater que Gérald présente des blessures qui vont être attribuées à l'accident. Il va être supposé que l'accident a provoqué une crise cardiaque ou que la crise cardiaque a provoqué l'accident. Mais Carole, la sœur de la victime, a toujours eu des doutes sur la véracité de cet accident. Il y avait des impacts, déjà des tout petits impacts sur le pare-brise. Il y avait la vitre côté conducteur qui était brisée, les autres non. Le pare-brise était fendu, était étoilé mais pas cassé. Ça me conforte dans le fait qu'il s'est passé autre chose. Et dans la voiture, on voit des traces de sang. Pourtant, à l'époque, personne ne partage ces interrogations. Et Gérald est inhumé quelques jours après son accident. Mais face à ces nouveaux éléments, 4 mois après la mort de l'homme de 47 ans, une exhumation de son corps est ordonnée afin de réaliser une autopsie. L'autopsie va permettre effectivement de constater qu'une décharge de chevrotine a été tirée très certainement à faible distance et que dans le crâne de Gérald, on trouve non seulement des grains de chevrotine, mais encore des débris de verre, c'est-à-dire que le coup de feu a été tiré à travers la vitre d'une voiture. Ce qui laisse supposer d'ailleurs que les auteurs des faits, vraisemblablement, étaient sur une moto. En apprenant la nouvelle, Carole, la sœur de Gérald, est soulagée que la vérité éclate enfin. J'ai appris après l'autopsie que mon frère a été assassiné. Je suis soulagée du fait d'apprendre ça, surtout que j'ai eu depuis le début des doutes sur cette crise cardiaque par rapport à ce que j'avais remarqué quand j'ai vu la voiture accidentée. Le 6 octobre 2008, une information judiciaire pour assassinat est ouverte et confiée à la section de recherche de Grenoble. Les gendarmes font alors le rapprochement avec le meurtre de Lapie. C'est là que les enquêteurs commencent à faire le lien entre tous ces meurtres. Ils commencent à mettre un peu en place les pièces. Le meurtre de Lapie, le meurtre de Michel à la terrasse du Café d'Arras, et puis finalement la mort de Gérald dans sa voiture. Et les enquêteurs se demandent alors si quelqu'un n'aurait pas souhaité venger Lapie. Et à nouveau, c'est un appel anonyme qui va leur offrir une piste. Un mystérieux interlocuteur désigne un certain Honoré comme l'assassin de Michel et Gérald. En s'intéressant de plus près à cet homme de 48 ans, les gendarmes découvrent qu'il s'agit d'un ami intime de Lapie. Honoré a vraiment une admiration énorme pour Lapie. Je pense que Lapie le lui rendait et les familles aussi étaient proches. Les enfants des uns des autres se connaissaient, ils ont grandi ensemble. Voilà, une grande proximité, une affection, une admiration, une estime. Mais ce n'est pas tout. Honoré était également un ami de Michel. Seulement, selon la compagne de ce dernier, rien n'allait plus entre les deux hommes. On sait que les relations entre Michel et Honoré s'étaient beaucoup dégradées au fil des ans et qu'elles étaient mauvaises
sinon exécrable. Il y a eu une dispute peu avant la mort de Michel. Pour en savoir plus sur l'origine de ce conflit, Marc, l'homme de main de Michel, est également entendu par les gendarmes. L'homme de 35 ans leur fait alors des révélations fracassantes. Marc va relater cette dispute et il va expliquer que pour lui, il a déjà entendu dire que Honoré était bien le tueur de Michel et de Gérald. Il va répandre à plusieurs reprises cette forme de rumeur. Alors les gendarmes sont-ils enfin sur la bonne piste? Honoré est-il lié à la mort de Gérald et Michel? Aurait-il voulu venger la mort de son ami Jean-François? À la gendarmerie de Grenoble, les enquêteurs se penchent sur le profil d'Honoré, 48 ans, devenu leur principal suspect pour les meurtres de Michel et Gérald. Honoré, c'est quelqu'un qui a une enfance assez dure. Le rapport au père, son père est un personnage de roman à lui seul, qui est passé, qui a connu l'armée fasciste italienne. Honoré est d'origine italienne. Je pense que le poids de ce père, qui n'était pas un père facile, hein, on peut comprendre, est vraiment important. S'il se destine au départ à exercer le métier de maçon, Honoré tombe au fil des années dans la délinquance. Honoré, c'est un homme qui a déjà fait de la prison, qui a déjà été condamné pour meurtre. Pour pas passer par quatre chemins, c'est un voyou qui n'a pas hésité au début des années 90 à abattre un homme en pleine rue à Saint-Vallier pour protéger un de ses copains. Et s'il s'arrange souvent avec la loi, il n'est en revanche pas question pour Honoré de transiger sur ses valeurs. Honoré s'est forgé ce monde qu'on rencontre que dans les romans policiers, encore plus maintenant, du voyou au grand cœur, du code d'honneur, qui respectait lui. Mais c'était le seul à respecter le code d'honneur. Les autres, ils respectent rien du tout. C'est vraiment un côté de son caractère qui est capital. Parallèlement à cette vie mouvementée, l'homme de 48 ans est aussi un père de famille, en couple, avec une jeune femme, depuis quelques années. Si les enquêteurs commencent à cerner le profil de leur suspect, ils n'ont pour le moment aucun élément probant contre lui. Ils décident donc de le placer sous surveillance. Les gendarmes vont être très prudents, ne vont pas l'interpeller tout de suite. Ils vont se rendre compte, en le suivant et en l'écoutant, qu'Honoré se conduit comme quelqu'un qui pourrait être recherché, avec une attitude particulièrement discrète, en ne sortant que la nuit tombée, en dormant parfois dans sa voiture, en changeant de lieu assez souvent. Malgré ce comportement suspect, les forces de l'ordre n'ont pas assez d'éléments pour l'interpeller. L'enquête est au point mort. Jusqu'au 28 mars 2009, où une jeune femme vient signaler la disparition de son compagnon aux gendarmes. Et cet homme n'est autre que Marc, l'homme de main de Michel, qui avait été entendu quelques mois plus tôt par les enquêteurs. On retrouve sa voiture abandonnée sur un parking et les papiers de Marc sont dans le véhicule. Pour les enquêteurs, c'est éminemment suspect. S'il avait quitté volontairement le véhicule, il aurait emmené ses papiers avec lui. Les enquêteurs prennent cette disparition d'autant plus au sérieux qu'ils savent que l'homme de 35 ans avait directement pointé Honoré du doigt dans cette série de meurtres. Et surtout, Marc est lié à Michel. Les gendarmes interrogent donc la compagne de ce dernier et elle va leur faire une révélation fracassante. La femme de Michel va expliquer aux enquêteurs qu'elle a une relation avec Marc, ils sont ensemble. Elle va expliquer aux gendarmes que Marc se sentait menacé et était très inquiet. Pour récolter davantage d'informations, les enquêteurs décident de la placer sur écoute. Ils étudient ensuite les déplacements d'Honoré le jour de la disparition de Marc. En poursuivant leurs investigations, les gendarmes vont se rendre compte que le portable d'Honoré a borné à Sarras le jour de la disparition de Marc. Ça commence à forger une sorte de faisceau de présomption sur Honoré à propos de la disparition de Marc. Alors,
Honoré aurait-il voulu se débarrasser de Marc? Avait-il peur que l'homme de 35 ans ne soit trop bavard avec les forces de l'ordre? Les écoutes téléphoniques finiront-elles par parler? À la gendarmerie de Grenoble, tous les soupçons se tournent désormais vers Honoré. Mais avant de l'arrêter, les enquêteurs ont besoin de recueillir des preuves à son encontre. Et le 23 avril 2009, près d'un mois après la disparition de Marc, grâce au micro placé dans la voiture du suspect, ils vont enfin obtenir une information capitale. Honoré dit à son voisin de voiture, les gendarmes, à force d'enquêter et de tourner dans le coin, ils vont peut-être finir par se douter de quelque chose et de trouver le Marc là où on l'a enterré à La Roche-Péréandre. Aussitôt, les gendarmes se rendent à La Roche-Péréandre, un site isolé au cœur de l'Ardèche. À l'aide de chiens renifleurs, ils sillonnent les alentours et font alors une macabre découverte. La scène que les gendarmes découvrent en exhumant le corps de Marc est assez violente, assez terrible. Il n'a plus de chaussures et il n'a plus de pantalon. Et puis surtout, il porte notamment à la tête des traces de grande violence. Pour les enquêteurs, ce meurtre a une résonance particulière. Et ils ont la conviction que Marc a été puni d'avoir trop parlé. Alors que les éléments à charge s'accumulent contre Honoré, ce sont les écoutes réalisées sur la femme de Michel et maîtresse de Marc qui accablent encore davantage l'homme de 48 ans. À l'autre bout du fil, une prénommée, la Baronne. Elle, dans l'enquête, va dire oui, il y a quelqu'un qu'elle va décrire comme Honoré, qui va se vanter dans le bar, après quelques verres, d'avoir tué Gérald et Michel. Face à ce faisceau de présomption contre lui, Honoré est arrêté le 28 avril 2009. 20 autres personnes sont également interpellées, toutes concernées de près ou de loin par cette série de meurtres. Parmi elles, la Baronne, la veuve de Lapie ou encore l'ex-compagne d'Honoré. Dénommée la Baronne, à travers une glace sans teint, va reconnaître Honoré comme étant la personne qu'elle a rencontrée au bar et qui lui aurait livré ses confidences. Mais ce n'est pas tout. Martine, la veuve de Jean-François, fait à son tour une révélation aux enquêteurs. La compagne de Lapie va dire qu'un jour, effectivement, Honoré est venu chez elle, lui faisant comprendre, c'est comme ça qu'elle va dire les choses, que au fond, Lapie a été vengée. Une troisième femme fait également des confidences aux forces de l'ordre. Il s'agit de la compagne d'Honoré, qui a également reçu ses aveux. Mais en garde à vue, l'homme de 48 ans ne se démonte pas pour autant et adopte un comportement qui surprend tout le monde. Il va avoir des déclarations d'une extraordinaire ambiguïté. C'est-à-dire qu'il ne va jamais dire qu'il est l'auteur de ces faits. Mais il va dire que l'auteur de ces faits a drôlement bien fait de faire ça. Que lui, il ne peut que décerner toutes ses félicitations à l'auteur de ces faits. Et voilà exactement la teneur, n'est-ce pas, de la position d'Honoré dans cette affaire. C'est pas moi, mais alors celui qui a fait ça, qu'est-ce qu'il a bien fait? Malgré ces dénégations, Honoré est mis en examen pour le meurtre de Marc et l'assassinat de Michel et Gérald. Ce sera désormais à la justice de trancher. Alors, le procès à venir fera-t-il toute la lumière sur cette affaire? Comment se comportera Honoré dans le box des accusés? Finira-t-il par avouer ses crimes? Le 18 septembre 2012, 9 ans après le meurtre de Lapie, le procès d'Honoré s'ouvre devant la cour d'assises de la Drôme.
À l'ouverture des débats, la tension est palpable. Lorsque le procès d'Honoré débute à Valence, on sait qu'il s'agira d'un grand procès criminel. On le sait par la personnalité d'Honoré, on le sait. On sait que ce ne sera pas un procès ordinaire. Sur le banc des parties civiles, les familles des victimes espèrent obtenir enfin réparation. Je suis contente qu'il y ait procès déjà et qu'on ait pu arrêter quelqu'un. Et ce que j'attends de ce procès, c'est que tous ceux qui ont pu participer de quelque façon que ce soit soient punis. Mais dans le box des accusés, Honoré adopte un comportement surprenant. Honoré, l'accusé, c'est un peu drapé dans son code d'honneur. Il respecte un profond mutisme, ce qui donne une ambiance assez surréaliste au procès, c'est assez inhabituel. Et en même temps, cette loi du silence qu'il s'impose à lui-même, on a l'impression que par transmission, elle repose aussi sur les témoins. Car lorsque les 3 femmes qui ont accablé Honoré durant l'enquête sont appelées à venir témoigner à la barre, elles changent subitement de version. Nous allons voir des témoins apeurés, des témoins terrifiés, des témoins qui manifestement auraient voulu se trouver à 1000 km de là, des témoins qui vont se rétracter. Non, non, il ne m'a pas dit ça, non, non, absolument pas. Ce sont les gendarmes qui m'ont obligé à tenir ces propos. Au terme de 4 jours de procès, le silence d'Honoré ne semble pas avoir joué en sa faveur. Les jurés suivent les réquisitions de l'avocat général et Honoré est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les parties civiles, le soulagement a un goût amer. Pour moi, il n'était pas seul. Et j'aurais voulu qu'il le soit, que tous ceux qui soient impliqués dans cette histoire soient derrière les barreaux. L'avocat d'Honoré, quant à lui, reste persuadé de l'innocence de son client. Il s'appuie notamment sur la description faite par les témoins du passager de la moto ayant abattu Michel. Quand on vous montre les témoignages de 6 personnes qui ont vu le passager de la moto, qui faisait au maximum 1m70, qui était un adolescent ou un jeune majeur, qui était de stature faible, qui était peut-être même une femme, attendez, et qu'on condamne la personne qui est devant vous, qui fait 1m85 et 85 kg, ils ont condamné cette personne parce que voilà, c'était le jour, c'était le moment, il le fallait. Honoré décide de faire appel. Et le 26 mars 2014, son second procès s'ouvre devant la cour d'assises de Grenoble. Et cette fois-ci, ce Zorro des temps modernes a retrouvé la parole. Il va dire c'est pas moi, mais en même temps, il va réaffirmer qu'il pensait que Gérald et Michel étaient les tueurs de Lapie, qui c'est très important de venger ses amis, etc. L'accusation va dire ça, c'est des aveux. Il va pas jusqu'au bout, mais c'est des aveux. Et moi, je dis qu'Honoré est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de fier. S'il l'avait fait, il comprenait bien que ce qu'il disait était incriminant, il serait allé jusqu'au bout, il aurait revendiqué cette vengeance. Le verdict est alors revu à la baisse. Honoré écope de 30 ans de réclusion criminelle. Il se pourvoit en cassation, mais le pourvoi est rejeté. Quant au meurtre de Lapie, resté impuni tant qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, le dossier reste clos. Aujourd'hui, dans le Dauphiné, personne n'a oublié cette série de meurtres qui a fait trembler le monde des bikers. C'est une affaire qui a créé pas mal d'émotions, parce qu'elle se situe dans un milieu particulier, celui des bikers, qui est un milieu qui est connu dans le Nord-Drôme et le Nord-Ardèche même, qui est juste à côté. Quant aux familles des victimes, elles tentent tant bien que mal de surmonter la perte d'un être cher. Mais pour Carole, la sœur de Gérald, le manque est terrible.
Ce qui me manque aujourd'hui, c'est cette complicité qu'on avait, c'est ce lien particulier qui nous unissait tous les deux, et puis c'est la personne, quoi. On ne se reconstruit pas, on vit avec et on fait en fonction de s'accrocher à ce qui reste, avec un trou énorme.